Moi, mon rêve, c'était d'être tzanchanim, les parachutistes. Donc, j'ai fait un guibouche. Et là, j'ai réussi mon guibouche et je suis rentré dans les tzanchanim, la Kunta Adouma, les bottes rouges. Et les plus belles années de ma vie, c'était pendant ces 3 ans d'armée. J'ai kiffé mon service militaire. Et la hargasha ishit que j'avais, c'est quand on faisait des opérations ou des exercices avec les hélicoptères, les armes, machin, etc. J'avais ce sentiment de faire partie de l'armée de David Amelech. Jonathan Bensoussan, bonjour. On est très content de te recevoir parce que d'abord, tu es une star des réseaux sociaux, mais ça, on va en parler tout à l'heure. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ton parcours d'Alia. On veut savoir qui se cache, Jonathan, derrière les 30 000 followers. Alors, on va commencer tout simplement. Tu as fait ton Alia, pourtant tu es israélien. Mes parents, déjà dans les années 80, en 1984, quelque chose comme ça, ils ont fait une première Alia en Israël. Donc en fait, mes parents, c'est des Baal et Tchouva. Donc lorsqu'ils se sont renforcés dans la religion, ils ont décidé de venir en Israël. Ils sont arrivés à Yerushalayim, à Jérusalem, au Merkaz Klita, à Gilo, là-bas sur le Rehov Aryeh Ben Eliezer, pour ceux qui connaissent. Et ils ont fait leur Alia. Et donc moi, je suis né en Israël. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que dès que je suis né, j'avais à peine quelques mois, mes parents, ils ont décidé de retourner vivre en France parce que leur première Alia, ils ont eu des difficultés dans leur Alia, que ce soit financièrement et autres raisons. Ils ont décidé de retourner en France. Donc j'ai grandi en France, tout à fait. Quand mes parents ils sont retournés en France, ils sont arrivés dans une ville qui s'appelait Aix-les-Bains. Donc c'était une ville, pour ceux qui connaissent, une ville magnifique. Donc j'ai grandi là-bas. C'était à l'époque du Rosh Yeshiva d'Aix-les-Bains. Rafrakin Zifron Olivracha. Et j'ai eu la chance qu'il me fasse la coupe de cheveux à l'âge de 3 ans. Donc j'ai grandi à Aix-les-Bains jusqu'à presque mes 12 ans, comme ça. Et après d'Aix-les-Bains, on est parti au Rincy, qui est une banlieue parisienne, où là-bas aussi, il y a une énorme communauté. Donc très religieuse. Très religieuse, voilà. Donc du coup, j'ai grandi dans une famille assez religieuse. C'était Aix-les-Bains, le Rincy. Donc le Rincy, j'ai commencé à faire l'école Merkaz Torah. Et c'est pas la seule école que j'ai fait d'ailleurs. Voilà, comme le parcours habituel de beaucoup de jeunes, plusieurs écoles à Paris. Tu t'es fait virer à chaque fois? Soukchel, on va dire ça comme ça. J'ai fait Merkaz Torah, j'ai fait Sinaï à Belleville-Montant, j'ai fait l'Or, je suis pas resté grand chose. J'ai fait une école laïque aussi, je me rappelle à Créteil. C'était une école, je me rappelle en alternance, parce que bon, moi et l'école, c'était pas ça. Moi les études, c'était pas ça. Alors, je me rappelle, le laïc, c'était une école, c'était 1 semaine à l'école, 2 semaines au travail. C'était vente, action commerciale. Bien évidemment, c'était chez les oncles qu'ils avaient des magasins au Sentier à Paris. Donc, du coup, j'ai fait, bon, écoutez, les amis, moi, je reste au Sentier, laissez-moi travailler, arrêtez-moi l'école. Quand tu étais au Sentier, tu pensais déjà à aller en Israël? Parce qu'après tout, tu aurais pu avoir un avenir tout tracé à Paris. Le sionisme et tout, c'était quelque chose de très, très fort. Donc, j'ai grandi avec cet amour pour Israël qui était, qui est un énorme amour, on peut pas le décrire. Et ce qui s'est passé en fait réellement, c'est que bon déjà j'avais mon grand frère qui lui est venu en Israël avant moi. Donc il avait fait, donc on venait assez souvent pendant les vacances d'été, les fêtes, etc. On venait en Israël. Et en fait il y a un événement qui s'est passé pendant que j'étais à l'école, je me rappelle d'Afka au début quand j'étais à Merkaz Torah, il y a eu un attentat qui m'a énormément marqué. C'était un attentat je crois que c'était en 2004, je sais pas exactement la date exacte, mais c'était un événement qui m'a beaucoup touché, c'était le lynch des Shalosh Chayalim à Ramallah. Voilà. Donc en fait, comment ça s'est passé, je m'en rappelle, j'étais à l'école, on est rentré le soir, on avait vu les informations, et là, à chaque fois que je raconte cette histoire, j'ai la chair de poule, parce que c'est vraiment un événement dans ma vie qui m'a beaucoup marqué. Et en fait, je me vois aujourd'hui regarder ces informations, et je vois ce qui s'est passé. Il y a eu deux soldats qui ont été tués, lynchés en direct. C'était vraiment une catastrophe. Et là, je regarde ça en étant jeune et je dis à mes parents, écoute, papa, maman, c'est très simple. Moi, je peux pas rester là à regarder comme ça les informations et à ne rien faire. Je veux faire partie de ceux derrière l'écran. Je veux faire mon alia. Je veux aller en Israël. Je veux faire mon armée, machin, etc. J'étais jeune. Mes parents m'ont dit, bon, ok. Les années sont passées. Donc moi, à l'école, c'était pas ça. Maintenant, mon père, à cette époque-là, il avait une boucherie. C'était un boucher, il avait une boucherie cachère au Rincy. Et mon père, il me disait, écoute, Yoni, voilà, l'école, c'est pas ça. Viens, je t'apprends un métier. Je t'apprends le métier de boucher. Tu vas réussir ta vie. L'affaire, elle est à toi, machin, etc. Alors, j'ai commencé, bien évidemment, à travailler quelques années chez mon père. C'était pas trop ça. Donc, quand on était venu pour les vacances en Israël, j'ai dit à mes parents, c'est simple. Je retourne pas en France, moi je veux rester en Israël. Laissez-moi tranquille. Les pauvres mes parents. Je les ai rendus fous. Alors, ils ont vu que j'étais très sérieux.
Donc ils ont commencé à me chercher une mechina en Israël, voir quel parcours de quelle façon je peux venir faire mon alia. Donc ils ont trouvé une mechina qui faisait pour les jeunes français qui voulaient faire leur alia à Kiryat Arba. Donc je me suis inscrit dans cette mechina. On est retourné en France, j'ai préparé, très content, etc. Et j'ai pris l'avion tout seul. C'est-à-dire, j'étais en train de réaliser mon rêve. Mes parents, les pauvres, ils n'avaient plus de choix. Ils m'ont dit, bon, allez, vas-y. D'accord. Ils m'ont trouvé la mechina, donc ils étaient tranquilles. Mon frère, il était en Israël. J'ai pris l'avion, descendu de l'aéroport et je suis arrivé directement à Kiryat Arba. Kiryat Arba, pas choc. J'étais jeune, j'étais tout excité. Là-bas, il y avait une mechina pour les jeunes qui voulaient faire leur allié, donc avec un ulpan, avec un peu la connaissance du pays, etc. Donc même la mechina, ça a duré quelques mois. Tout ce qui est misguérette, c'était pas trop ça. Donc après, j'ai fini, comme beaucoup de jeunes, par trouver des colocataires en Israël, à Jérusalem, bien évidemment. Je me suis mis à louer un appartement et à faire plusieurs travails à droite à gauche. J'ai travaillé chez Frank Delight, comme beaucoup de Français qui arrivent en Israël, qui font les réceptions avec Frank. Donc voilà, j'ai travaillé chez lui en tant que serveur. J'ai travaillé dans des magasins de glace. J'ai fait vraiment un peu de tout. Après, il y a même une période où je suis parti travailler dans les hôtels à Eilat, avant l'armée. Je faisais serveur à Eilat, dans l'hôtel Méridien, je me rappelle à l'époque. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de cette période? En fait, c'était un peu la folie parce que voilà, tu laisses tout en France, tu viens, tu es seul en Israël, tu es avec des copains, tu loues un appartement, tu es livré à toi-même. Et Baruch Hashem, les choses avec beaucoup d'ashgacha, les choses elles ont avancé jusqu'à que il est arrivé le temps de faire l'armée. Donc moi, comme j'étais né en Israël et que je suis venu avant mes 18 ans, j'étais obligé de faire mes 3 ans d'armée. Moi, c'était mon rêve de toutes les façons. Je suis rentré à l'armée en décembre 2005 à Mirvalon. 3 mois. C'est à l'armée. C'est pour les Olim Khadashim. Alors ils t'apprennent la langue avec un ulpan et tu découvres un peu ce que c'est l'armée, etc. Et après de Mirvalon, après 3 mois, tu vas là où tu en veux. Moi, mon rêve, c'était d'être Tzamchanim, les parachutistes. Donc j'ai fait un guibouche. Et là, j'ai réussi mon guibouche et je suis rentré dans les Tzamchanim, la Kunta Adouma, les bottes rouges. Et les plus belles années de ma vie, c'était pendant ces 3 ans d'armée. J'ai fait mes 3 ans. J'ai kiffé mon service militaire. Et la hargasha ishit que j'avais, moi, personnellement, c'est quand on faisait des miftsaïm. On sait dire des miftsaïm, c'est des opérations ou des exercices avec les hélicoptères, les armes, machin, etc. J'avais ce sentiment béhémeth comme ça de faire partie de l'armée de David Ameller. Je me dis, oh là là, c'est extraordinaire. Je suis en Israël, je suis dans Tzahal, Magen Alam Israël, etc. Il y avait vraiment une grande hitlaavout. Et j'ai eu un super service. J'ai sauté en parachute, j'ai fait parachutiste, j'étais dans la marque Leket de Chabala, spécialiste dans les explosifs. Moi, j'étais Khayal Boded. Donc, il faut savoir aussi que quand tu fais ton alia et que tu viens sans tes parents, l'armée, elle t'aide énormément. Elle est à tes petits soins, elle te donne des journées de congé quand tu as besoin. Elle fait attention à ce que si tu as tout dans l'appartement que tu loues avec tes colocataires, machin, etc. Donc vraiment, c'est l'armée en elle-même, ça devient ta famille. Donc petite anecdote, il y a justement une journée où je devais changer d'appartement. Mon contrat, de location, il était fini. Donc l'armée, elle m'a dit, écoute, prends 1-2 journées ce que tu as besoin, trouve-toi un appartement et dès que tu as trouvé, tu reviens à la base. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, je suis sorti. J'avais à Jérusalem, mon cousin Germain, il avait une sorte d'agence immobilière qui était dans l'hôtel Le Malon Inbal à Jérusalem. À l'époque, il n'y avait pas Yad Shnia, machin, etc. Il te donnait une feuille de téléphone et toi, tu appelais les gens. Voilà, j'ai vu que vous donnez une annonce, un appartement, etc. Donc, il m'a donné, mon cousin, une liste de téléphones à appeler. Il m'a dit, tiens, va au lobby, prends-toi une pizza, appelle et cherche un appartement. Ok. Je suis allé au lobby. Comment Kadosh Baruch Hu fait les choses, c'est magnifique. J'ai commandé ma pizza et j'ai commencé à faire les téléphones. Et là, il y avait une serveuse, une jolie israélienne, on s'est regardé, on s'est parlé. J'ai pris son numéro de téléphone et aujourd'hui, cette fameuse serveuse, c'est aujourd'hui ma femme avec qui j'ai 4 filles, les Baruch Hashem. Tu as fait quand même des écoles très religieuses. Tu étais dans une communauté orthodoxe. Orthodoxe, bien sûr, tout à fait. On sait très bien qu'après l'armée, les jeunes changent. Est-ce que toi aussi, tu as changé? Pendant le service militaire et quand je me suis retrouvé seul en Israël, livré à moi-même avec les copains, machin, etc. J'ai un peu lâché le côté religieux. Voilà, j'ai beaucoup lâché le côté religieux, voilà, pour être honnête. Mais vous savez, à la fin, c'est marrant parce que on revient toujours à ses racines. Je sais qu'il y a énormément de jeunes comme moi, c'est habituel, c'est classique cette histoire, où tu grandis dans une famille religieuse, tu t'éloignes, mais de toutes les façons, Baruch Hashem, après, on revient toujours. Et donc, après l'armée, j'ai comme en moi quelque chose qui s'est éveillé, et je me suis dit, bon, il est temps de se reprendre en main.
Et j'ai décidé de revenir à la religion petit à petit, mais à ma façon. C'est ton chemin à toi, c'est ta découverte personnelle avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas on te dit fais ça comme ça, fais ça comme ça. Et en France, t'es les écoles et le Guéhinom et le machin et tout, et la Rama et c'est Assour et c'est Assour et c'est Assour. Voilà. Bon, Baruch Hashem. Après, j'ai eu cette petite carvoute de moi-même, cette envie de moi-même de revenir vers mes racines. Et c'est comme ça qu'après, j'ai décidé, après l'armée, de me marier avec cette fille que j'ai rencontrée dans ce fameux hôtel Inbal. Une fois que tu te maries, etc., bah, il faut travailler, il faut Voilà. gagner sa vie. Exactement. Alors, Voilà. Alors déjà, comme beaucoup en général, le parcours, c'est qu'après l'armée, je travaille dans la sécurité. Donc, comme tu es combattant, tu as beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent à toi. Il y a beaucoup de travail à faire et tu es assez bien payé dans le milieu de la sécurité. Donc moi, après l'armée, donc je me suis marié. C'était magnifique. Tous les copains de l'armée au mariage, machin, un grand simcha, un grand kiff. Et j'ai commencé à travailler dans les barrages. Je faisais la sécurité. C'est-à-dire, j'étais en civil, mais je protégeais les soldats qui, eux, vérifiaient les Teudat Zehut, machin, etc. Donc c'était très intéressant à travailler dans ce domaine-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à gagner ma vie et à avancer, quoi, dans tout ça. comment on se retrouve avec ce parcours-là, affoler la toile? Je m'en rappelle, un jour, j'étais parti en vacances avec ma femme à Eilat. C'est important de vous raconter cette anecdote pour que vous compreniez comment tout, en fait, a commencé. Je me rappelle, on était sur la taillette. La petite, elle voulait faire un jeu. Je me suis baissé pour la prendre dans mes bras. Et là, clac, j'ai senti un claquage dans le dos. Alors, comme moi, à l'armée, je prenais sur moi beaucoup de poids, machin, etc. Je m'étais coincé le dos. Donc, j'ai eu très mal. Et en fait, je vois que le mal, il passait pas. En fait, il s'était avéré que c'était une hernie discale. Et vraiment, j'en ai souffert. Je me rappelle, on était rentré en bus, je pouvais même pas m'asseoir. Je suis arrivé à Jérusalem, impossible de travailler. Je me suis retrouvé à ne pas travailler pendant 3 mois, mal au dos, je pouvais pas bouger, machin, etc. J'avais la grande, qui est une fille pour le moment. Et c'était une période assez difficile, en fait. C'était une période assez difficile qui n'était pas grave parce que j'avais mal au dos. Il y avait une famille à nourrir avec la petite, ma femme qui travaillait un petit peu. Voilà l'angoisse, Baruch Hashem, etc. Et dès que ça a commencé après quelques mois à aller un peu mieux, je commençais à chercher du travail pour me remettre. Donc la sécurité, j'avais arrêté parce que c'était un problème, machin. On m'a dit, écoute, tu sais quoi? À Jérusalem, au Mitra Matachana, c'est un nouvel endroit magnifique qu'ils avaient ouvert à l'époque à Jérusalem, qui est des nouveaux. Ils ont ouvert une sorte de centre avec plein de petits magasins. Il y a un Français là-bas. Il vend des casseroles, la guiole. Va, il cherche des employés. Qu'est-ce que tu perds de toutes les façons, hein? Ok. J'ai été. Il s'appelait Rudy, ce banc, d'Afka. J'ai travaillé chez lui en tant qu'employé dans la vente d'ustensiles de cuisine. Je me suis découvert dans la vente. J'étais là, beaucoup de gens venaient voir ce centre à Jérusalem et je commençais à vendre une casserole et 2 casseroles et petit à petit je voyais que les gens ils partaient avec 10 casseroles et machin. Faut dire que t'es très sympathique, extrêmement bon vendeur. Donc on a fait avec beaucoup de simra, j'ai commencé à kiffer de faire ce que je fais dans la vente et Baruch Hashem, j'ai commencé à grandir dans ce milieu-là. Après quelques années où j'ai commencé à connaître le milieu, à voir de quoi j'étais capable parce que vraiment j'ai vu que j'avais beaucoup de capacités dans ce domaine-là, etc. J'ai décidé de me lancer à mon compte. Voilà, j'ai ouvert ma société qui s'appelle aujourd'hui Koukaz. J'avais pas de magasin, je faisais les marchés. C'est-à-dire les marchés, les stands, les comités d'entreprise. C'est-à-dire tous les jours, avec ma voiture, je tournais dans tout le pays, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, c'est ce que je fais. Je tourne de partout avec ma camionnette, mes tables pliantes, je mets ma marchandise et je vends comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'après quelques années où j'étais à mon compte, il y a eu la Corona. Voilà. Donc, période pour quelqu'un qui a son compte qui est pas facile. Tu as des fournisseurs à payer, donc tu achètes la cam, tu donnes des chèques à 30 jours, à 60 jours, voilà, tu achètes des choses et donc tu as un roulement, ce qu'on appelle. Maintenant, à partir du moment où il y avait le corona, tout s'est arrêté. L'argent continue à sortir, rien qui rentrait. Donc c'était donc comme beaucoup de business en Israël, malgré les aides qu'on a reçues, moi dans mon domaine, comme c'était des stands, pendant très longtemps on n'avait pas où travailler. C'est-à-dire ils avaient fermé tous les comités d'entreprise, on pouvait plus aller, les gens ils travaillaient de chez eux, donc on ne pouvait plus aller nulle part faire les ventes. Les canonimes pendant très longtemps ils ont été fermés, etc. Donc il y a une période assez longue en fait qui m'ont assez touché financièrement. Dans ma alia, ok, pendant toutes ces dernières années, j'ai eu la chance énorme de m'approcher d'une personne qui s'appelle Avram Zagdou. Voilà. Donc c'est une personne à qui je me suis approché. On a une keila avec énormément d'amis autour de cette personne qui nous enseigne beaucoup tout ce qui est autour de la Emouna, de l'amour pour le Ham Israël, la joie de vivre, etc., etc. Et en fait,
Et grâce à cette personne, elle a rentré à moi énormément de Emouna envers Akadosh Baruch Hu, énormément de simcha. Et donc, en fait, à chaque fois que j'avais des difficultés, il y a des fois où même dans le business en foi, il y a des fois où j'étais vraiment sur le point de fermer mon affaire. J'étais sur le point de déposer le bilan, comme on dit, voilà, le Shvat Regev. Et j'avais été voir donc Abraham. Je lui disais, écoute, il m'a dit, écoute, tais-toi. Je commençais, tais-toi, avance. Et il me disait comme ça, il me dit, reste tranquille, te pose pas de questions, fais ce que tu as à faire, malgré les difficultés, etc. Et comme c'est une personne que j'aime énormément, je l'ai écouté et je me disais, bon, allez, c'est pas grave, tout va aller, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, Anachnu Ohavim Otra, on rentre l'Atzmenu Simcha, on avance petit à petit, voilà, et à chaque fois que j'avais, avance. Et en fait, sans arrêt dans ma tête, je me disais, écoute, peu importe la difficulté que tu as, peu importe les obstacles que tu as devant toi, ce qui est important, c'est d'avancer, de pas trop se poser de questions, d'avoir la émouna, de faire ce que tu fais avec la simcha, malgré les difficultés que tu as. Tiye sameach, artidag, basof hakol mistader. Et Erchéou, Bémet, c'est que les choses, sans comprendre pourquoi, et ça avance. Tu continues à vendre ton matériel de cuisine, tu rajoutes des produits. Dans mon stand, je faisais des démonstrations, c'est-à-dire avec plein de gadgets que j'ai, comme la postiche dans les marchés en France, je faisais pareil. Par exemple, une mandoline, une pompia, un épluche légumes. J'ai des légumes autour de moi, je fais la démonstration, et puis les gens, ils regardent, oh là là, waouh, c'est quoi, ils achètent. Donc en hébreu, voilà, je suis avec mon éplucheur et je décide de faire une vidéo. Une amie à moi, elle était au Canada, elle me dit, écoute, viens, je te prends la vidéo quand tu fais la démonstration de cet appareil, on le met sur TikTok. J'ai dit, ok. Donc je suis avec mon épluche légumes et je commence à faire ma démonstration. Et vas-y, Perrot, tu racontes, pour Adama, batata, selek, daloris, batzal, je reviens, alors, Khazor, l'épluche, le chou, la carotte, la tomate, le concombre, le chocolat. Un carnage. Je fais la vidéo, je fais ma démonstration. Alors, c'est une vidéo, elle est super bien sortie. On l'a mis sur TikTok. בואו תראו איזה יופי של דבר, כל פעם ראשון בין השתיים, מה שמיוחד בו לוקח למשל גזר ויודע להיקלף הלוך וחזור. יכול להיות פירות, ירקות, תפוח אדמה, בטטה, סלק, דלומית, בצל, בלי להתאמץ בכלל, גם כן בטטה, הלוך וחזור. עוד דבר שיודע לעשות את זה בצורה מושלמת, לוקח עגבניה רבותיי ומקלף עגבניה גם שהיא רכה, כמו ששום קולפן אחר בעולם לא יודע להיקלף בצורה מושלמת. מטבוחה שקשוקה, לא כולם אוהבים את החמיצות של הקליפה, עושה את זה, חבל על הזמן. Et depuis cette vidéo-là, je commence à voir 1000 vues, 2000 vues, 3000 vues, 4000 vues, 100 000 vues, 200 000 vues. Et elle est arrivée à presque, non, elle n'est pas presque, elle est arrivée à 1 million de vues sur Facebook, presque 1 million de vues sur TikTok. Elle a fait un carton. Et là, et à l'époque, quand j'ai fait cette vidéo, j'ai halluciné. Même déjà qu'avec une vidéo, j'ai commencé à faire après encore un peu plusieurs de vidéos. Et là, déjà, quand j'ai au tout début, déjà commencé à me dire, ah, je t'ai vu sur TikTok, etc. Et là, ouais, j'ai compris qu'il y avait énormément de potentiel sur cette plateforme, etc. Il y avait du potentiel, mais c'est surtout parce que tu es extrêmement sympathique. J'imagine que c'est ça qui fait que ça marche, non? C'est ça ton secret? Voilà, déjà le secret, c'est le secret pour réussir une bonne vidéo, c'est la Simchat Chaim, la joie de vivre, et la Avat Israël, l'amour du Ham Israël. Donc quand tu combines ces deux choses-là, il y a que du bon qui puisse sortir à travers la vidéo que tu fasses, que ce soit pour une vidéo de nourriture, une vidéo de produits que tu vends, peu importe la vidéo que tu as, ça te donne des bonnes énergies et les gens ils s'attachent à ces vidéos. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de tzfiot, de vues. Ce qui est incroyable, c'est que les jeunes te regardent, les mamies te regardent, tout le monde te regarde. Et t'imites en plus. Même des enfants de 10 ans à des personnes super âgées, ils me disent, ah, je t'ai vu, que ce soit sur Facebook, sur TikTok, on adore tes produits, on adore tes vidéos. Attends, mais ça m'est achotanu. Donc en fait, j'ai compris que, mis à part aussi la vente que donnent ces vidéos, il y a aussi beaucoup d'amour et de joie. Et en fait, Baruch Hashem, j'ai vu que les gens s'y attachaient. Et c'est important de diffuser, c'est énormément important de diffuser la joie, l'amour du Ham Israël, la joie de vivre. On vit dans une période qui est pas facile pour personne. Avec tout ce qui se passe autour de nous, aujourd'hui tu allumes les télés, les informations, tu as la ramma, et machin, et la même chala, et les guerres, et les trucs, et les difficultés financières de tout le monde. Mais sauf au chef d'avar, la fin des choses, on est tous dans le même bateau, chacun avec son sac comme on dit. Mais c'est pas facile pour personne. Et le truc, c'est que, Baruch Hashem, moi j'ai eu la chance d'avoir connu cette personne, encore une fois, qui est Avraham, qui a rentré en moi cette Avat Israël, cette Simchat Chaim, que grâce à ça, grâce à ces vidéos, j'arrive à diffuser cette joie et cet amour aux autres.
Et c'est important parce qu'aujourd'hui, les uns, ils ont soif de ce côté positif, ils ont soif de ce côté joyeux. Je reçois énormément de messages de gens qui me disent, écoute, attends, mais sa mère, en hébreu, c'est, ah, tu m'amènes de la joie, c'est un plaisir à te regarder. Et quand c'est 1, 2, 3, 4, 5 personnes et tu reçois beaucoup de messages, tu commences à comprendre, Bémet, que là, il faut que tu ailles avec ça jusqu'au bout. Et c'est comme ça que ça te donne des cochotes, des forces de faire d'autres vidéos et d'amener de la joie, d'amener de l'amour. C'est facile de trouver, d'être heureux lorsque tout va bien, lorsque tu as de l'argent, lorsque ça va dans le travail, lorsque tout roule comme tu as envie. Mais quand ça va pas, là, c'est toute une autre histoire. Ben, c'est Dafka, lorsque tout va pas, que tu dois être heureux, que tu dois te rentrer en toi cette joie, cet amour, même quand tout va pas. Tiens, un pneu crevé, ne t'énerve pas, c'est pas grave, akol letova. Tismar, techayer, akol tov. Tiens, un minus, bah, c'est pas grave, ça va aller. Il faut savoir être positif, parce que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse donner à Kadosh Baruch Hu, c'est de lui montrer que même lorsqu'on a des épreuves, eh ben, on arrive à garder cette joie de vivre et cet amour pour le Ham Israël et pour Akadosh Baruch Hu. D'être en Israël, c'est être main dans la main avec Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est quand tu y crois, quand il y a cette émouna-là, tu vois comment les choses au final, comment tout s'arrange. Mais sauf au d'avar, peu importe les difficultés que tu as pendant le cours de la vie, etc. Tout s'arrange, tout va bien. Tu as choisi de vivre en Israël, mais tu as choisi aussi de vivre à Jérusalem. À Jérusalem. À Jérusalem, bah c'est déjà c'est la ville où je suis né. C'est la ville où je suis né. Et il y a quelque chose à Jérusalem que je ressens qui est spécial. Qui est spécial quand tu vas des fois au travail, tu vas du côté à Mamila, tu vois les chromotes, tu as l'impression vraiment d'être à la première place. Voilà, tu as l'impression d'être à la première place. Il y a quelque chose de très 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 rouhani à Yerushalayim. C'est quelque chose que tu peux pas expliquer avec des mots. C'est quelque chose beaucoup que tu ressens de l'intérieur. Il y a quelque chose de très fort à Yerushalayim. C'est comme ça que moi, personnellement, je ressens les choses. Même quand des fois je fais des ventes dans tout le pays, je vais dans le sud, dans le nord, etc. Mais quand je rentre à Jérusalem, j'ai vraiment l'impression de rentrer chez moi à la maison, dans le cœur du monde. Il faut pas trop se poser de questions. Il faut faire déjà le premier pas. Il faut avoir cette force-là, cette émouna-là de dire, allez, je me lance. Et au final, on a tellement confiance à Hachem, on aime tellement Akadosh Baruch Hu qu'on sait que tout va aller. Et on prend la vie comme elle est et on avance. Comme il m'a toujours dit mon Rav Avraham, avance. À la fin, tout s'arrange. Tieh chazak, tieh sameach, ahavat Israël, simchat chaim. C'est la clé de la réussite pour tout.